De bon matin, ce dimanche, vous nous écoutez peut-être depuis la terrasse de votre jardin, écoutant Sud Radio et vous faites bien. Depuis votre maison individuelle, celle que vous avez choisie malgré les injonctions contradictoires de ceux qui vous disent qu'une maison individuelle, ça n'a plus d'avenir, c'est démodé, ça prend trop de place, parfois ça coûte trop cher. Eh bien, c'est pas du tout la thèse de notre invité qu'on accueille avec plaisir. Clément Pétro, bonjour à vous. Bonjour. Rédacteur en chef société au magazine Le Point. Vous publiez ce livre, Une maison, sinon rien. Pourquoi l'avenir est au pavillon? Oui, l'avenir est au pavillon, malgré tout ce qu'on a pu entendre comme quoi ce ne serait pas forcément écologique. D'abord, on va commencer par une question personnelle, elle est importante. Vous avez vous-même fui un centre-ville pour partir, alors pas vraiment à la campagne, mais pas non plus vraiment à la ville, habiter dans un pavillon. Où est-ce que vous êtes en ce moment ? Je suis dans l'Orne, dans une petite ville qui fait à peu près 8000 habitants. Et en sortie de ville, donc c'est plutôt la campagne, mais quand même avec les avantages de la ville, ce qui pour moi est un compromis parfait. Plutôt la campagne, mais pas complètement la ville non plus, pas vraiment la banlieue par ailleurs. Vous travaillez donc dans la capitale pour le journal Le Point, vous prenez le train pour aller travailler, ça vous prend combien de temps ? Ça me prend 1h20 et j'essaye de faire 1 à 2 allers-retours par semaine. 1 à 2 allers-retours par semaine, ce qui est plutôt un choix logique. C'est pas si compliqué que ça, en fin de compte, de mêler sa vie, et son travail. Il faut quand même une base à Paris, sinon c'est bien compliqué. Exactement. Oui. C'est donc quand même un petit luxe. Maintenant, pourquoi vous avez fait ce choix ? Quitter un centre-ville où tout était cher et où il n'y avait pas beaucoup de place pour partir dans l'Orne, choisir une maison individuelle ? J'ai fait ce choix pour plein de raisons, des raisons personnelles, d'aspiration, d'envie d'extérieur. Moi, j'ai grandi plutôt en appartement et en immeuble, et en fait, comme tous les Français, 80% des Français exactement. À peu près, j'avais des aspirations de maison, d'extérieur, d'envie un peu de quitter la ville, de quitter aussi un peu la métropole, qui pour moi est un lieu certes d'épanouissement. On rencontre plein de gens, il y a plein d'expos, c'est génial, mais c'est aussi un lieu un peu d'oppression. Les canicules sont quand même un peu compliqué à passer. On a eu des périodes d'attentats, on a eu des périodes de confinement, on a eu des périodes d'épidémie. Enfin, on a quand même... Les villes concentrent aussi une certaine tension, et il y a des moments où il faut quitter la ville. Et en fait, historiquement, on le voit depuis les Romains, dès que les villes sont des lieux un petit peu de tension, de friction, et dès que ça va mal, on quitte la ville. Et finalement, on l'a vu pendant le confinement, beaucoup de Français ont fui les villes, mais c'est un réflexe historique, presque si ethnologique, quoi. Exactement, de l'exode rural à l'exode urbain. Alors ce que vous dites d'ailleurs, ça ne concerne pas que les Parisiens. Les Niçois peuvent en témoigner, les Toulousains aussi peuvent en témoigner. On reconstate d'ailleurs l'augmentation des prix autour, dans la grande couronne de Toulouse, alors que pendant très longtemps, ces villages et ces villes se vidaient. Ça, c'est important de le souligner. Venons-en maintenant aux aspirations des Français. Vous l'avez dit, vous êtes comme 80% à peu près des Français. Vous en rêvez de cette maison avec le jardin. Vous en rêviez. On pourrait aussi rappeler que la France est le pays où il y a le plus de Français, d'habitants qui vivent dans une maison en Europe. Oui, alors il y a 70% à peu près des Français, 68% des Français qui vivent dans une maison. C'est 10 points au-dessus de la moyenne européenne. Ça veut dire que c'est un vrai choix de société qui a été fait. Alors on peut parler un peu d'histoire. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. En fait, on fait remonter l'origine du pavillon, ou en tout cas de l'aspiration à la maison, à la moitié du 19e siècle, c'est-à-dire au début de l'ère industrielle. Et on voit que les patrons de grandes entreprises, les capitaines d'industrie, mettent en place une espèce de ce qu'on appelle le paternalisme industriel, c'est-à-dire en gros la prise en charge des ouvriers par l'entreprise qui va leur fournir le logement, l'éducation, les services de santé. On comprend aussi, il y a un mouvement qui s'appelle l'hygiénisme, et on comprend que pour que finalement l'espérance de vie soit meilleure, pour que les conditions soient meilleures, il faut moins de promiscuité, il faut mieux aérer les logements. Et puis il y a la morale aussi, il y a l'idée que finalement pour faire prospérer une famille, la promiscuité, l'intimité, c'est important. Exactement. Et donc, tous ces éléments-là s'alignent et on finit par conclure que la forme la plus adaptée, idéale de logement pour une famille ouvrière, c'est l'habitation individuelle. Et donc, se développe tout l'habitat individuel. On voit tout l'habitat ouvrier qu'on voit aussi se développer en Angleterre, qu'on voit se développer avec toutes les maisons identiques multipliées. Alors, le modèle anglais est un petit peu différent du modèle français, mais vraiment tout ça est pensé par des capitaines d'industrie. Il y a du protestantisme
ça. Il y a tous les mouvements catholicisme social qui se mettent en branle pour pouvoir proposer quelque chose et faire progresser la société. Ça, c'est le terrain, l'imaginaire dans lequel on a grandi. 19e siècle. Vous m'avez parlé d'une morale. Il y a une deuxième phase. Il y a une deuxième phase quand même qui est importante, qui est, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale, où on va finalement... c'est Giscard qui a cette intuition, qui est assez bonne, qui est assez contemporaine. Devienne propriétaire. Devenir propriétaire, c'est une manière d'apaiser les rapports de classe. C'est-à-dire que Giscard se dit, on va passer dans une société post-lutte des classes. Et donc, il va falloir apaiser les rapports sociaux. Et pour apaiser les rapports sociaux, il faut permettre à la classe ouvrière, qui est une ancienne classe finalement plutôt rurale, de pouvoir accéder à la propriété, en maison. Et si le prolétaire devient propriétaire, ça fait au moins une cause de conflit de moins avec le capitaliste. Ça l'embourgeoise un peu, ça l'attache un peu à la terre et ça lui rend un peu, on va dire, ça apaise les rapports sociaux, il a quelque chose à perdre. En tout cas, c'est très bien tout ce que vous venez de me dire, parce que vous venez de me parler de morale, en gros, comment faire prospérer en toute intimité sa famille. Vous venez aussi de me parler de Valéry Giscard d'Estaing, qui est un homme de droite, effectivement, comment apaiser la lutte des classes. Tout ça, c'est de la morale ou alors une logique de droite. On a des hommes de gauche, fondamentalement de gauche, qui ont tapé sur la maison individuelle. Bourdieu, vous le citez vous-même, a tapé sur la maison individuelle. Oui. Bourdieu a des passages très ambivalents, on va dire, sur la maison individuelle, parce que Bourdieu est un homme qui était transclasse lui-même, qui était d'une extraction très modeste, et il a des passages très durs où il dit finalement que ces gens ne sont pas à la hauteur de leurs rêves, que leurs rêves les ont perdus, etc. Et oui, il y a eu des problèmes dans les années 70 de logements qui étaient mal faits, de maisons qui étaient mal faites. On les voit toujours aujourd'hui. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Dans les années 20, ça existait. Mais déjà. est-ce que ça veut dire que être de gauche, c'est refuser la maison individuelle, quand être de droite, c'est la préférer? La gauche est fâchée avec la maison individuelle, c'est très clair. Pour quelle raison? C'est historique, ça remonte à l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. On se retrouve avec un pays qui a été en crise du logement, qui a été détruit aussi en partie par la guerre. Et il y a d'un côté, il y a le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme qui va être mis en place. Et d'un côté, il y a des communistes qui vont plutôt avoir envie de dessiner un homme nouveau, c'est-à-dire tourner la page de la France, de l'État français, de Pétain. Donc fini le régionalisme, fini la maison individuelle, fini les valeurs le terroir morales. Et donc on va construire un homme nouveau grâce à des immeubles. Et puis c'est le collectif, c'est-à-dire qu'on a besoin de collectif au lendemain de la guerre. Il y a quand même ce sentiment. Pour la gauche, la maison individuelle, c'est refuser aussi la vie en communauté en quelque sorte, ou la vie en société. Non, il y a l'idée que pour construire un homme nouveau et pour faire la révolution, on a besoin quand même d'être ensemble. Et que donc et pas de s'enfermer dans son jardin. Il ne faut pas s'enfermer dans son jardin. Et puis ça a toujours été un modèle qui a été défendu par le patronat, par le catholicisme, et que donc pour rompre avec ce modèle-là, eh bien il faut des immeubles. Et pour construire des nouvelles sociétés, il faut des immeubles. Sauf que les immeubles vont être construits effectivement. Mais ça va pas très bien marcher, ça fait les grands ensembles. Et c'était une autre époque, celle à laquelle on ne parlait pas du tout des problèmes écologiques ou environnementaux. Aujourd'hui, un argument qui pèse contre la maison individuelle, c'est l'étalement urbain que la multiplication de ces maisons entraîne, notamment la disparition de terres agricoles vitales pour le pays, qui sont petit à petit bétonnées. C'est une des raisons pour lesquelles l'ancienne ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, avait fustigé la maison individuelle. Est-ce que là, elle est de gauche ou elle est de droite ? Elle est plutôt de gauche là-dessus, mais c'est une réalité. Oui, on construit des maisons individuelles sur des terrains qui, en général, grignotent des terres agricoles. Par définition. C'est une réalité statistique qui est incontestable. Après, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on endigue ce phénomène-là? Et puis, est-ce qu'il faut... on a voté une loi, très bien, qui s'appelle le zéro artificialisation nette, qui est encore en débat, parce qu'on a du mal à en définir les contours. Et on voit bien que cette loi, finalement, elle va quand même essayer de restreindre le plus possible la construction de maisons individuelles. C'est ça. Et par là même, c'est aussi la remise en cause d'un mode de vie, parce qu'avec la maison individuelle est née aussi la zone industrielle, la voiture, c'est-à-dire que tout ça est lié. C'est le crédit, la maison individuelle, la voiture, la consommation, et c'est la société de consommation. Et donc oui, on voit bien aujourd'hui que le modèle de consommation, cette société finalement un peu matérialiste, elle est un peu chancelante. Et donc oui, tout le monde se pose des questions, savoir comment est-ce qu'il faut continuer ça. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont aujourd'hui dans ce modèle-là? On peut pas leur expliquer
expliquer que ils ont eu tort sur leur maison. Voilà. Personne ne va leur dire. Non, mais c'est pas l'idée. Mais on voit bien qu'il y a un vrai modèle, un vrai basculement de modèle de société qui est en train de se faire, et que on ne pense pas en termes de basculement de société. C'est-à-dire qu'on ne pense qu'en termes de mètres carrés, artificialisés, etc. Mais on ne pense pas sur le modèle social. Et là, on s'en prend au mode de vie des gens. Donc c'est normal que les gens ne soient pas contents. Et on ne pense pas en plus en termes humains, parce que quand on fustige un mode de vie, on fustige aussi les gens qui habitent. C'est toujours très dangereux sur le plan politique. Dernière question, elle est importante après tout ce qu'on vient de dire. Pourquoi maintenez-vous que la maison individuelle a de l'avenir ? Elle a de l'avenir. Ça a été écrit dans un papier du Monde cette semaine, donc je suis très content de ce papier-là. Et elle a de l'avenir parce qu'elle correspond aux attendus de l'époque. Les attendus de l'époque, c'est plus d'intimité. On voit bien que les gens sont en repli sur leur famille, sur leurs amis, beaucoup plus. C'est plus d'extérieur. On a vu que le confinement a créé quand même des aspirations, à booster les aspirations pour pouvoir être un petit peu plus dehors. Ce sont des lieux aussi plus polyvalent, où on peut télétravailler. En fait, on a besoin d'espace. Le luxe, c'est l'espace. Donc, en fait, le pavillonnaire, c'est un modèle d'espace assez vaste, pas très cher. Et donc, oui, ça a de l'avenir, parce que tout le monde veut de l'espace pas cher. Et puis, on a le droit d'avoir une vie sympa, en tout cas. On est dimanche matin, on espère que vous avez prévu de faire un barbecue aujourd'hui. S'il fait beau chez vous, dans votre jardin, profitez-en, parce que ça, les urbains peuvent pas en profiter. Il faut quand même le rappeler. Et vous vous en souvenez encore. Merci beaucoup, Clément Pétro. Merci à vous. Une maison, sinon rien, c'est publié chez Stock. Tout à fait. D'accord, vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies si vous habitez dans un pavillon. Vous voyez, rassurez-vous, personne ne va vous en chasser.